Bonjour à tout le monde, ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez, et bienvenue dans ce cours de traitement numérique du signal intitulé Étude d'un filtre numérique. Mon nom est Sotindo Kofi Patrick et je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin. Quand on parle d'étude de filtres numériques, il faut entendre que nous devons passer par un certain nombre d'étapes, notamment la détermination de sa fonction de transfert, la détermination des réponses temporelles, que ce soit indicielles comme impulsionnelles, la détermination de la stabilité du filtre et enfin l'étude de sa réponse fréquentielle et la déduction de la nature du filtre. En guise de rappel, rappelons-nous ce que nous entendons par réponse indicielle. La réponse indicielle de filtre numérique est la sortie de ce filtre lorsque son entrée est un échelon unité. Regardons un peu ici, comme c'est illustré, lorsque notre entrée c'est U de n, c'est-à-dire l'échelon, à la sortie, nous n'avons rien d'autre que la réponse indicielle. Au niveau des rappels, il importe que nous entendions sur ce que nous entendons par stabilité de filtre. Là, nous avons deux conditions et dès que le filtre respecte l'une des conditions, on peut déjà déduire que ce filtre-là est stable. Si nous nous basons sur sa réponse impulsionnelle, il faut dire que la sommation du module de l'ensemble des échantillons de sa réponse impulsionnelle doit être finie. Lorsque c'est fini, alors on conclut que le filtre est stable. Si tous les pôles de la fonction de transfert de ce filtre-là appartiennent au cercle unité, on dit tout simplement que ce filtre-là est comment? Ce filtre-là est également stable. Donc, si j'ai 10 pôles, si un seul pôle a son module supérieur à 1, eh bien, tout simplement, ce filtre-là, il n'est pas. Alors, on va essayer de faire justement l'étude de ce filtre numérique-là en prenant un filtre spécifique. Ici, nous prenons ce filtre qui est caractérisé ou représenté en fonction d'une équation de différence. Le Y est sa sortie et le X est son entrée. Alors, nous allons donc passer par les différentes étapes de l'étude du filtre en commençant naturellement par la fonction de transfert. Qu'est-ce que nous faisons? Nous reprenons l'expression de ce filtre-là et nous allons faire la transformer en Z de toute l'équation. Donc, on fait la transformer en Z de Y de K, la transformer en Z de 2Y de K moins 1 et finalement la transformer en Z de X de K. Une fois que nous faisons ça, la transformer en Z de Y de K va nous donner grand Y de Z. La transformer en Z de 2Y de K moins 1 va nous donner 2Z moins 1 Y de Z. Et finalement, la transformer en Z de X de K va nous donner grand X de Z. Ensuite, on va mettre ensemble les Y de Z. Donc, on prend cette expression, on balance dans la deuxième partie de l'égalité en lui affectant un moins. Donc, ça nous donne l'équation suivante. Et finalement, on met Y de Z en facteur. Et plus tard, on fait produit des moins égal à produit des extrêmes. Donc, on prend Y de Z sur X de Z, qui nous donnera finalement 1 sur 1 moins 2, Z moins 1. Sans oublier que Y de Z sur X de Z, c'est ça qui nous donne déjà la fonction de transfert. Donc, pour avoir une expression plus connue par nous, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par Z, ce qui nous donne finalement Z sur Z moins 2. Et là, on voit que notre h de Z, ça fait Z sur Z moins 2. Donc, notre fonction de transfert nous donne Z sur Z moins 2. Alors, une fois que nous avons déterminé la fonction de transfert, on va s'intéresser à la réponse impulsionnelle. Comme nous le savons, la réponse impulsionnelle sera la transformée inverse de la fonction de transfert. Donc, on a h de z qui est z sur z moins 2, un clin d'œil à z sur z moins 1 dans notre tableau des transformés en z. Et on sait que z sur z moins 2, en fait, la transformée en z de la fonction exponentielle où le a est égal à 2. Donc, si on fait la transformée inverse, ça va nous donner quoi? À la puissance n fois u de n. Du coup, notre réponse impulsionnelle n'est rien d'autre que h de n est égal à 2 à la puissance n fois u de n. Nous continuons toujours avec nos réponses temporelles en nous intéressant désormais à quoi? À la réponse indicielle. Alors, je vous souviens, quand on parle de réponse indicielle, c'est la sortie de notre filtre lorsque l'entrée est un échelon unité. Et si ça c'est vrai, ça veut dire que cette réponse indicielle va faire le produit de convolution de U de n à la réponse impulsionnelle de ce filtre. Et c'est ça que nous avons modélisé ici. N de n, ça fait U de n convolué avec H de n. Avec, dans notre cas, H de n est égal à 2 à la puissance n U de n. La réponse impulsionnelle que nous avons trouvée un peu plus tôt. Donc, n de n, comme on l'a dit, ça fait le produit de convolution de U de n et de H de n. Et du coup, n de z, parce qu'on va faire la transformer en z, va nous donner U de z fois H de z.
h de z étant la fonction de transfert. Alors, u de z, d'après notre tableau, c'est z sur z moins 1. Et h de z, comme on l'a déterminé plus tôt, ça fait z sur z moins 2. Donc, u de z, de façon générale, on fait z au carré sur z moins 1, facteur de z moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher n de n en faisant la transformée inverse de cette expression. On va se baser sur la méthode des résidus. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de déterminer les pôles. On a donc deux pôles, le pôle P1 qui est égal à 1 et le pôle P2 qui est égal à 2. Donc, le premier résidu relatif à P1 égale à 1 va nous faire z moins 1 fois n de z fois z à la puissance n moins 1 lorsque z égale à 1. Une fois qu'on a fait ça, on remplace n de z par son expression et on simplifie z moins 1. Ce qui nous donne finalement quoi? Z au carré sur z moins 2 fois z à la puissance n moins 1 lorsque z égale à 1. Donc, on va mettre ensemble ces deux éléments-là, ce qui nous donne finalement z à la puissance n plus 1 sur z moins 2. Le tout lorsque z égale à 1, on va remplacer z par 1. Mais à la puissance n plus 1 nous donnera 1. Ensuite, 1 moins 2 nous donne moins 1. Quand on met tout ça ensemble, ça fait moins 1. Et on rend ça causal en multipliant ça par u de n. Donc, notre premier résidu nous donne moins u de n. Pour le second résidu, on va faire z moins 2 fois n de z, le tout multiplié par z à la puissance n moins 1 lorsque z égale à 2. Qu'on remplace comme tout à l'heure, z moins 2 va se simplifier. Et quand on va multiplier z au carré par z n moins 1, ça nous fait finalement z à la puissance n plus 1 sur z moins 1, lorsque z égale à 2. Alors, quand on va remplacer 2 là-dedans, ça nous fait 2 à la puissance n plus 1 divisé par 2 moins 1, ce qui nous donne 1. Donc, finalement, ça nous fait 2 à la puissance n plus 1, qu'on multiplie par u de n pour le rang causal. Puis finalement, notre deuxième résidu nous donne 2 à la puissance n plus 1 fois u de n. U de n va faire la sommation des deux résidus, comme on a eu à l'apprendre déjà. Et finalement, u de n nous donne moins u de n plus 2 à la puissance n plus 1 fois u de n. On met u de n en facteur, ce qui nous donne l'expression que vous avez devant vous, c'est-à-dire moins 1 plus 2 à la puissance n plus 1, le tout fois u de n. Une fois que nous avons étudié les réponses temporelles, nous passons à la stabilité du filtre. Et exprès, comme on l'a défini, on va étudier cette stabilité-là avec la réponse impulsionnelle, mais également en nous basant sur quoi? En nous basant sur la fonction du transfert. Donc, si nous prenons cette réponse impulsionnelle, on va former l'ensemble de tous les modules des échantillons de H de n. Donc, ça nous fait une sommation de moins l'infini à plus infini, qui revient à 0 à plus infini, puisqu'on a multiplié par u de n, de 2 à la puissance i fois u de i. Donc, lorsque i égale à 0, ça fait 2 à la puissance 0, ce qui nous donne 1, fois u de 0, ce qui nous donne 1, le tout nous donne 1. Lorsque i égale à 1, ça nous fait 2 à la puissance 1, ce qui nous donne 2, fois u de 1 qui nous donne 1, ça donne les deux là. Ensuite, lorsque i égale à 2, ça fait 2 à la puissance 2, ce qui donne 4, fois u de 2, ce qui donne 1, ce qui fait 4 fois 1, ce qui donne 4, ainsi de suite jusqu'à plus infini. Donc, cette sommation est infinie. Cette sommation nous donne infini. Et puisque cette sommation nous donne infini, ça veut dire que ce filtre-là n'est pas stable si nous nous basons sur la réponse impulsionnelle. Maintenant, si nous passons à la fonction de transfert, nous allons chercher les pôles. Nous avons un seul pôle ici qui est égal à 2. Donc, le seul pôle, ce filtre-là qui est égal à 2, est supérieur à 1. À partir de ce moment, ce filtre est tout simplement stable. Donc, comme nous passons par la réponse impulsionnelle ou la fonction de transfert, nous déduisons que ce filtre-là est stable. La dernière étape, non la moindre, que nous allons aborder, c'est la réponse fréquentielle H de F et la déduction de nature du filtre. Alors, nous partons de quoi? Nous partons toujours de la fonction de transfert. Alors, notre fonction de transfert, ça fait z sur z moins 2. Et on peut toujours sortir le z comme on avait fait tout à l'heure pour tomber sur l'expression qui est là. Pourquoi on le fait? C'est pour avoir une seule fois z dans l'expression, ce qui va nous simplifier la tâche par la suite. Ensuite, pour faire une étude fréquentielle, il faut transformer z en cette expression-là, exponentielle de j de pi ft(e). C'est standard. La variable, c'est f et te n'est rien d'autre que la période d'échantillonnage utilisée pour échantillonner les signaux étudiés. Alors, quand on remplace dans cette expression z par ça, z n'est plus la variable, mais la variable désormais, c'est f. Donc, il faut remarquer que ici, on ne parle plus de h de z, mais ça devient h de f, qui lui va donner donc quoi? 1 divisé par 1 moins 2 exponentielle de moins j, fois 2 fois pi fois f fois te. Maintenant, d'après l'expression de l'heure, exponentielle de moins JA va nous donner quoi? Cosinus de A moins J sinus de A. Donc, notre A dans ce cas-là, c'est 2 pi FTE.
Donc, on va développer cette expression, ce qui nous donne 1 moins 2 facteur de cosinus de 2 pi FTE moins J sinus de 2 pi FTE. Alors, on va prendre maintenant le module de cette expression-là. Le module de h de f me donne module de 1 sur module de tout le dénominateur. Alors, ce que nous allons faire maintenant, le module de 1, on va mettre ensemble la partie réelle et mettre ensemble la partie imaginaire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait rentrer le 2 à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous fait 1 moins 2 cosinus de tout ça, plus 2j, puisqu'il y a un moins 2 ici. Donc, s'il rentre dedans, il devient plus 2j sinus de la même chose. Alors, le module de nombre complexe, ça fait la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons racine carrée de 1 moins 2 cosinus de 2 pi FTE au carré, plus, on a oublié le 2 ici, puisque le 2 là est là, ça devrait faire 4 sinus carré de tout ceci. Alors, une fois qu'on développe ça, celui-ci va nous donner a au carré, donc 1 au carré, moins 2ab, donc moins 2 fois 2, ce qui donne 4 cosinus de ce qui est là. Plus maintenant, ça là au carré, ce qui nous fait 4 cosinus carré de 2 pi FTE. Ça, c'est ceci au carré qu'on vient de faire. Maintenant, plus, on avait oublié un 2 ici, ce qui donne donc 4 sinus de 2 pi FTE au carré. Donc, voilà un peu ce que nous obtenons. On fait remarquer que quoi? Les 4 cosinus de pi FTE carré plus 4 sinus de pi FTE au carré peuvent nous donner 1. Puisque si on met 4 en facteur, ça fait cosinus carré A plus sinus carré A qui est égal à 1. Donc, tout ça là nous donne 4. Donc, l'expression que nous obtenons ici, ça nous fait 1 sur 1. Le 1 au carré là nous donne 1. Plus 4 cosinus de 2 pi FTE plus 4. 1 plus 4, ça donne 5. Il y a le 4 là qui est conservé. Donc, le module de notre h de f nous donne cette expression-là. Il fait 1 sur racine carrée de 4 fois cosinus de 2 pi FTE plus 5. Alors, si la réponse fréquentielle nous donne ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire l'étude de h de f afin de représenter le module de h de f en fonction de la fréquence. Mais comme information, dans le cas des filtres numériques, nous allons étudier h de f uniquement sur la période allant de 0 à fe sur 2. C'est ça qui nous permet déjà de caractériser notre filtre numérique. Au lieu de faire une étude de fonction standard, on va juste faire un tableau des valeurs pour avoir une idée de la courbe que donne h de f afin d'en déduire la nature du filtre. Qu'est-ce que nous faisons? On va donc prendre les fréquences de 0 à fe sur 2 et prendre des fréquences intermédiaires. Nous avons d'abord pris la moitié de fe sur 2, ce qui donne fe sur 4. On a pris ensuite la moitié de fe sur 4, ce qui nous donne fe sur 8. Donc, 1 fe sur 8, 2 fe sur 8, 3 fe sur 8 va se retrouver quelque part là. Et on va essayer de déterminer la valeur de h de f pour chacune de ces valeurs de fréquence. Alors, si nous prenons h de 0, nous remplaçons 0 ici. On sait que cosinus de 0, ça nous donne 1. Et du coup, ça nous fait racine carrée de 4 plus 5, ce qui nous fait racine carrée de 9. 1 sur racine carrée de 9, racine carrée de 9 nous donne 3. 1 sur 3, ça nous donne à peu près 0,33. Donc, ça, c'est pour h de 0 que nous répétons encore ici. Et qui est déjà marqué dans ce tableau. Maintenant, quand nous prenons fe sur 8, qu'est-ce que nous prenons? Nous remplaçons dans cette expression f par fe sur 8, ce qui nous donne ça ici. Et rappelez-vous, TE fois FE, TE étant la période d'échantillonnage, FE étant la fréquence d'échantillonnage, quand on fait leur produit, puisque l'un est l'inverse de l'autre, ça nous donne 1. Donc, ce qu'il y a dans le cosinus nous fait 2 fois pi sur 8, ce qui nous fait pi quart. Donc, nous réécrivons cette expression, ce qui nous fait 1 sur racine carrée de 4 fois cosinus de pi quart plus 5. Or, cosinus de pi quart nous donne racine de 2 sur 2. Donc, on simplifie, ce qui nous donne donc 2 racines de 2 plus 5. Donc, ça nous fait 1 sur racine carrée de 2 racines de 2 plus 5. Et quand on fait un petit calcul, ça nous donne sensiblement 0,36. Passons à f sur 4 maintenant, on reprend la même chose. Et du coup, à l'intérieur du cosinus, on aura désormais pi sur 2. Or, cosinus de pi sur 2 nous donne 0. Donc, tout ceci revient à quoi? À 5. Ça fait 1 sur racine de 5. Et quand on calcule, ça nous donne sensiblement 0,42. Quand on prend maintenant 3 fe sur 8, qu'on remplace là-dedans, et bien ça nous fait finalement le cosinus, dans le cosinus là, 3 pi sur 4, cosinus de 3 pi sur 4 nous donne moins racine de 2 sur 2. Quand on remplace et on fait un petit calcul, ça nous donne moins 2 racines de 2 sur
moins 2 racines de 2 plus 5 racines carrées 1 sur tout cela. Et quand on calcule, ça nous fait 0,61. Finalement, lorsque on prend ce sur 2, on remplace là-dedans, les deux là s'en allant, ça nous fait cosinus de pi. Cosinus de pi nous donne quoi? Moins 1, ce qui nous fait donc moins 4 plus 5, ce qui nous fait 1. Racine de 1 nous donne 1, 1 sur 1 nous donne 1. Donc finalement, nous avons 1. Alors, nous allons donc représenter graphiquement le f en fonction de f. Et quand nous représentons correctement, nous avons cette allure. Et tout ce temps, on avait étudié un peu le gabarit des filtres de façon générale. Et quand on observe bien ce gabarit-là, on se rend compte que le filtre que nous avons étudié est un filtre passe-haut. Donc voilà un peu les différentes étapes de l'analyse de filtre. On a parlé de fonction de transfert, de réponse temporelle, à savoir la réponse initiale, la réponse impulsionnelle, ensuite la stabilité. Finalement, on fait l'étude fréquentielle et finalement, lorsqu'on représente H de F, module bien sûr, en fonction de la fréquence, on peut déduire la nature du filtre, comme c'est le cas ici où nous n'avons que filtre passe-haut. Alors, en guise d'évaluation formative, nous vous soumettons cette évaluation-là et nous vous invitons à analyser ce filtre en passant par les différentes étapes et à en déduire tout simplement quoi? Et à en déduire sa nature. Bon travail à vous et on se retrouve très vite.